de la Commission de la capitale nationale du Québec et des musées de la civilisation de Québec, je vous souhaite la bienvenue à cette représentation des trésors de la capitale, la première de 2017. Notre trésor de ce soir, un canot fabriqué par César Néwachiche de la nation Atikamekw, témoigne d'une compréhension intime de leur environnement par les Premières Nations. Il parle d'humain et de survie. Il parle de tradition et de transmission de culture immatérielle. Enfin, il parle aussi de passage de connaissances entre civilisations. Monsieur Delage, partons de la capitale comme point de départ de notre exploration. Longtemps avant l'arrivée des Européens, les Autochtones en avaient fait un lieu de convergence. Bien des canots d'écorce se trouvaient alors à mouiller à la pointe de Québec et je crois que la région permettait un approvisionnement en matières premières pour leur fabrication, n'est-ce pas? Ben oui, parce que dans la région de Québec, il y avait des beaux boulots et c'est une des raisons pour lesquelles les Inuits, puisque c'était un territoire Innu, de même les Algonquins, les Micmacs, les Atikamekw, les Atikamekw, je ne suis pas certain. Enfin, peut-être, mais il n'y a pas de traces dans les archives. Les Abénakis, bref, des Amérindiens jusqu'au Golfe, la côte atlantique et à l'intérieur du continent se retrouvaient à peu près à raison de 1500 personnes chaque été pour la pêche, pour faire des provisions d'écorce de bouleau pour les canots d'écorce, puis bien sûr pour les mariages. Une chanson qui s'intitule Miigwech, qui veut dire en Atikamekw merci. Saktanan Gaye Nixtedenan Eahe 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 Penchons-nous sur l'objet bien particulier que nous avons devant nous. Quand ce canot a-t-il été fabriqué et dans quelles circonstances? Dans les faits, on n'a pas la date précise de la fabrication de cette embarcation-là. Ce qu'on sait cependant, c'est que l'embarcation a été acquise en 1969 par le gouvernement du Québec. Si on s'attarde à décrire l'objet en tant que tel, ce qu'on doit dire d'abord et avant tout, c'est que c'est un canot qui normalement est utilisé par une famille composée d'un père, d'une mère et de 2 enfants. Il mesure 14 pieds et 4 pouces. Il est fabriqué, bien entendu, d'écorce. La plus grande feuille d'écorce mesure environ 11 pieds, 11 pouces. Il y a une seconde pièce d'écorce qui termine le canot au niveau de la devanture. Et voilà pour ce qui est de l'écorce. Pour le commerce, pour la diplomatie, pour les explorations, il ne faut pas oublier que les Français rêvent toujours de se rendre en Chine. Quand même en 1634, un Français qui débarque dans le lac Michigan et qui se croit en Chine et il porte une robe de Chine et comme s'il était rendu. Alors donc, pour toutes ces raisons-là, le canot est absolument indispensable. Puis regardez la carte là. Alors vous avez les réseaux des rivières et donc il fallait savoir comment se rendre, par exemple, ici c'est une carte ça, de la fin du régime français ou du début du régime anglais. Alors vous avez les lieux des grandes batailles, mais pour le déplacement de l'armée, il fallait se rendre
les Français s'étaient rendus au lac Erie, ensuite prenaient les embranchements d'une rivière pour se rendre au Fort Le-Boeuf qu'ils ont construit, Venango, etc., jusqu'à Pittsburgh. Et vous avez par ailleurs la rivière Susquehanna qui descend. Donc, les Français connaissent par les Amérindiens tout ce réseau. Et c'est grâce à leur savoir qu'ils peuvent circuler et qu'ils vont construire des forts aux endroits stratégiques, c'est-à-dire essentiellement au détroit des rivières, puisqu'on peut contrôler la circulation. Oh, vous voilà. Ce qu'on m'a dit à votre propos est-il vrai? Si on vous a parlé de moi en mal, on vous a probablement pas menti. Faites pas votre drôle. L'aventure me rassure pas, surtout à cette heure-ci de la nuit. Vous êtes Jean Tournelle et vous faites traverser le fleuve de Québec à Lévis à bord de votre canot? Madame... Madame Couture? Tournelle, à votre service. Vous allez être de l'autre bord à temps pour les matines de Lévis. Bien, pourvu que ce soit pas celle de Sainte-Anne-de-Beaupré. Il y a des gros courants sur le fleuve. Puis j'ai entendu des histoires d'embarcations déportées. Voyons donc. C'est pas la première fois que je tiens un aviron. J'ai déjà couru les bois, puis j'ai traversé en canot des rapides pas mal plus dangereux. Puis ce canot-là est assez solide. Je pensais qu'il serait en bois. Puis j'en ai déjà vu là, qu'il y avait des pots de veau là, sur le devant pour renforcer. C'est pour l'hiver, ça, la peau de veau. Vous inquiétez pas, on rencontrera pas de glace. On est en septembre. Puis mon canot, il est bien fait. Bien plus facile à manier que ceux qui sont faits en bois. Bon. Allez, faut partir si on veut arriver, là. Jusqu'au milieu du 17e siècle, les peuples de la région des Grands Lacs descendaient en groupe, porter leur fourrure jusqu'à Québec puis Montréal. Dans les premiers temps, c'est eux qui construisaient puis maniaient la plupart des canaux qu'il fallait pour la traite des fourrures. C'est quoi qui vient de sauter à côté de nous autres? Un masquinongé. Mais vous devriez garder la bouche fermée parce qu'il paraît que c'est bien friand de langue, ça. Au milieu du 17e siècle, les guerres iroquoises ont complètement chamboulé les réseaux. Ça a forcé les commerçants français à aller chercher eux-mêmes les fourrures au cœur du pays. C'est dans ces circonstances-là qu'est née ma profession. Beau parleur? Madame Couture. Mais non, coureur des bois, d'honnêtes commerçants autonomes. Et illégaux? D'honnêtes commerçants qui allaient au-devant des chasseurs puis des trappeurs pour leur acheter leur fourrure. Mais qui, si je me fie à ce qu'on m'a raconté, détenait pas de permis de traite des autorités coloniales? Vous saurez que les négociants ont engagé à leur tour leurs propres coureurs des bois. Des voyageurs en bonne et due forme qui avaient leur permis de traite. C'est dans ces circonstances-là, bien des années plus tard, que je me suis mis au service de l'un d'eux. Et tous autant qu'on était, on a adopté le canot d'écorce pour mener nos expéditions puis ramener les fourrures. Ouais. Nous arrivons bientôt au terme de notre soirée. J'inviterai maintenant M. Jean-Louis Néwashish, l'un des fils de César Néwashish, à monter sur scène pour nous dire quelques mots à propos de son père. Quand j'étais jeune, je le voyais souvent. Des chefs qui arrivaient, posaient des questions, demandaient comment on peut faire ça. Il y avait toujours des réponses. Parce que son grand-père était chef.
Louis Noachich. Puis son père aussi a été chef. Sauf lui, il n'a jamais été chef. Mais il y a eu une journée, on lui a honoré chef le Manoine. C'était lors de son, je pense, une journée qu'on avait donnée comme chef. C'est lors de l'affirmation qu'il avait dit que dites-leur qu'on n'a jamais vendu nos territoires, qu'on n'a jamais statué autrement nos territoires. Selon la formule de notre série, après les applaudissements, vous êtes conviés à venir nous rejoindre sur scène en montant de ce côté. Le canot de César Néwachiche vous y attend, ainsi que tous nos invités de ce soir qui se feront un plaisir sincère d'échanger avec vous. Merci à tous et une excellente fin de soirée. Une rivière en canot et qui passe les saisons. Je marcherai la terre, je te partagerai, elle sera sans frontières, comme un frère je t'aimerai. Jacques, Mamo Giga, Ga Bangum Nano, Gigam Bangum Nano.